Bonsoir à tout le monde. Rappelez que cet ouvrage, c'est quand même une histoire d'amitié, d'abord. Et avant tout, Martial et moi, on s'est connus à l'université de Strasbourg il y a de longues années maintenant. Et on n'a jamais cessé de cheminer ensemble. Même chose pour Bruno et moi, à l'université de Lyon. Et le grand frère d'Emma Moussa Dambélé, qui cheminait de manière parallèle, je puis dire. Ensuite, il y a eu des convergences. Donc l'idée, c'est quand même une bande de copains qui estiment à un moment donné que leur discussion autour de café pouvait trouver une inscription un peu plus formelle. Donc c'est d'abord ça. Ensuite, nous avons élargi le cercle à des personnes dont nous avions lu des ouvrages ou des articles ou dont nous avions entendu parler. En particulier, Nabil Michel Khalif, qui est togolais, d'origine libanaise. J'en parle parce que de tous les auteurs de cet ouvrage, c'est lui qui est vraiment pour le franc CFA. Parce que l'idée, ce n'était pas de faire un ouvrage anti-CFA, c'était une discussion autour du CFA. Khalif est allongé, mais son article sur la jeunesse du CFA ne traduit peut-être pas totalement ses prises de position en faveur du CFA. Et donc, l'idée, c'est quand même de dire que c'est un ouvrage qui n'a comme seul objectif que de participer au débat intellectuel, au débat politique, autour de la question des politiques publiques idoines pour ce qu'on appelle trivialement l'émergence de l'Afrique. En ce sens, c'est un document, j'allais dire, un document parmi d'autres, qui doit être critiqué, qui doit être amélioré certainement, qui peut faire l'objet d'autres ouvrages, des réponses. Donc c'est plus dans cette philosophie. Alors, à mon avis, il y a 4 éléments de nature économique qui peuvent expliquer à tout le moins notre scepticisme par rapport à l'optimalité de la zone franc, ou en tout cas l'usage du franc CFA. Je prends exprès 2 du secteur réel et 2 du secteur monétaire et financier. Et c'est un peu les arguments que je développe dans mon chapitre. Et à la fin, si j'ai quelques secondes, je pourrais en tirer quelques implications. Le premier, c'est la faiblesse des échanges intracommunautaires dans les 2 zones, zone UEMOA et zone CEMAC. UEMOA, Afrique de l'Ouest et CEMAC, Afrique centrale. La part des échanges intracommunautaires tourne autour de 14-15%. Pour mémoire, au sein de la zone euro, on est plus autour de 60%. C'est intéressant parce qu'on partage une monnaie parce qu'on échange aussi. Donc, quand vous n'échangez pas entre vous, le fait de partager la même monnaie devient quelque chose de moins intéressant en soi. Mais ce n'est pas surprenant vu que nous sommes quand même dans les systèmes d'insertion primaire au sein du commerce international. C'est toujours l'exportation de matières premières. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est difficile pour le Togo qui ne transforme pas son coton de vendre son coton au Bénin, qui lui non plus ne transforme pas son coton. C'est difficile pour lui de vendre son coton au Mali, qui ne transforme pas son coton non plus, et qui ne va pas le vendre au Burkina, qui ne transforme pas son coton non plus. Donc, l'idée, c'est que c'est normal que les économies qui sont restées primaires au sein du commerce international n'arrivent pas à échanger entre eux. Premier point. Deuxième point, c'est la question de la compétitivité. Le franc CFA, me semble-t-il, est une monnaie très forte par rapport à la faiblesse réelle des économies. C'est-à-dire que ce que nous avons fait en particulier dans la zone UEMOA, c'est que nous avons fait du désarmement tarifaire. Sous l'égide du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, nous avons baissé les droits de douane, ce qui
qui fait que nos industries dans l'enfance, je garde l'exemple du coton, donc par exemple l'industrie textile, a complètement disparu. Parce que, concurrencé par les circuits en provenance de l'Occident, les textiles chinois également. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons une double contrainte par rapport à la question de la compétitivité. Nous avons de fortes incitations à importer, parce qu'avoir une monnaie forte comme le CFA incite à importer plutôt qu'à essayer de produire localement. Et nous avons des problèmes pour exporter, parce que, comme dit Rodrigue, une monnaie forte agit comme une taxe sur vos exportations. Ce qui fait que quand vous étudiez la balance commerciale des États de l'Afrique de l'Ouest francophone, en dehors de la Côte d'Ivoire, qui a la manne du cacao, toutes les autres économies ont des balances commerciales déficitaires. Ça veut dire qu'en temps normal, elles ne supporteraient pas une monnaie comme le CFA, parce que quand vous avez une balance commerciale qui est structurellement déficitaire, vous perdez vos devises, et à un moment donné, vous ne pouvez plus soutenir votre taux de change. Donc vous êtes obligé de dévaluer en permanence. Donc c'est grâce à la Côte d'Ivoire qu'en Afrique de l'Ouest, on peut maintenir ce franc CFA. En Afrique centrale, la donne est différente, Martial en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a la manne pétrolière avec ce que nous connaissons à l'heure actuelle, qui est quand même un retour du cycle qui devient baissier après avoir été haussier pendant de longues années. Donc, la question de la compétitivité me paraît une question fondamentale. Troisième élément qui renvoie plus au secteur financier, c'est la répression financière. Nous sommes dans des zones quand même où il faut voir que le ratio crédit à l'économie sur PIB ne dépasse pas 23%. C'est très faible. Dans la zone euro, c'est 100%. Aux États-Unis, c'est 300%. En Afrique du Sud, c'est 155% du PIB. C'est-à-dire quand vous avez un ratio crédit sur PIB de 23%, c'est que vous êtes dans les économies de troc. Vous n'avez pas de liquidité dans l'économie. La preuve, quand vous sortez des capitales africaines, vous n'avez plus que des économies de troc. Quasiment. Mon Jérôme va hurler, parce que c'est un spécialiste de la monnaie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos économies sont en asphyxie. Elles ne sont pas financées. Il n'y a pas de liquidité. Et ce n'est pas dû au hasard. Et ça renvoie au quatrième point, c'est que dans notre système, vous avez une double répression. Vous avez une répression parce que les banques commerciales ne font pas de crédit. Elles disent nous n'avons aucune visibilité sur l'aptitude de nos clients potentiels à rembourser. Donc c'est ce que nous appelons un rationnement endogène de crédit. Mais vous avez aussi un rationnement administratif du crédit. Parce que imaginez des banques commerciales qui commenceraient à faire beaucoup de crédits. Dans un système comme le nôtre, où il n'y a pas de production, ça voudrait dire qu'on ouvrirait les valves des importations. Parce que quand vous faites du crédit à des gens qui ne produisent pas sur place, ils importent. Et si on importe, ce sont des sorties de devises. Et s'il y a sortie de devises, il n'y a pas de soutenabilité du taux de change. Donc il y a dévaluation. Donc pour éviter la dévaluation, on est obligé, en fait, de serrer la vis du crédit. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas de crédit dans la zone franc, je dis c'est normal. C'est parce que le choix qui est fait, qui n'est peut-être pas explicité par les dirigeants de la zone franc, c'est la fixité du change avec l'euro. Ce n'est pas un choix de financement de l'émergence avec des taux de croissance élevés. Les taux de croissance élevés qu'on a en Afrique, à l'heure actuelle, c'est plus lié aux matières premières. Il n'y a pas de croissance structurelle. Ça veut dire quoi au final? Ça veut dire que ni la croissance économique, encore moins la réduction de la pauvreté, contrairement aux déclarations des dirigeants, ne font partie des priorités de la zone franc. La zone franc est une zone de déflation structurelle. La preuve, le taux d'inflation sous-jacente qui mesure la vraie inflation dans le pays, une fois qu'on a explosé les composantes les plus volatiles, ce taux d'inflation est de 0% depuis au moins 20 ans. Ce que ça veut dire au final, c'est qu'il y a un choix à faire.
entre l'émergence dont on parle au quotidien et la réalité de la gestion macroéconomique. Aujourd'hui, les deux leviers de la politique économique sont bloqués. Le budget, via les critères de convergence issus du consensus de Washington, et la monnaie, s'il n'y a pas de possibilité de financer les économies. Donc voilà, pour finir, quelles sont les possibilités pour demain? Je crois qu'il y a d'abord la volonté des dirigeants de sortir de ce que j'appelle la servitude volontaire. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de servitude volontaire dans tout ça. Il y a une forme de paresse intellectuelle de la part de nos dirigeants qui se complaisent dans un système vieux de 78, alors que le monde a changé. Il y a aussi une coalition objective avec certaines élites de la France-Afrique, notamment les grands groupes, qui peuvent rapatrier leurs bénéfices à partir des affaires effectuées en Afrique sans aucun risque de change. Et donc, sans être obligés de réinvestir. En Afrique du Sud, vous ne pouvez pas vous sortir vos capitaux. Je finirai juste avec un petit exemple. Quand vous prenez la Guinée équatoriale, le revenu national brut, c'est-à-dire ce qui reste dans le pays, une fois qu'on a payé la propriété du capital, c'est la moitié du PIB de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que la moitié de la richesse créée chaque année en Guinée équatoriale ressort pour payer le capital, qui est un capital étranger. Et donc, l'équato-guinéen de base va avoir énormément d'activités dans son pays, mais ne verra jamais de changement dans le panier de la ménagère, comme on dit. C'est parce que, en fait, c'est un système d'extraversion. Extraversion réelle avec l'exportation de matières premières, extraversion monétaire avec un système monétaire dont les réserves sont à Paris auprès du Trésor, et enfin extraversion intellectuelle avec des dirigeants qui ne pensent pas de manière endogène le développement de leur pays. Donc voilà, chers amis, les défis. Nous reviendrons après sur un certain nombre de solutions. Merci.